Bonsoir à tous. Voilà, on me fait signe qu'on peut y aller. Mais merci quand même d'être venu dans cette entre-deux élections un peu particulière pour parler à la fois d'urgence démocratique et d'urgence écologique. Sont-elles compatibles? C'est ce dont on va discuter avec les trois invités qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Moi, je m'appelle Vincent Hédin, je dirige la collection Les Incisives, qui accueille avec grand joie pour son dernier opus Aurélien Bouteau avec son livre Déclarer l'état d'urgence climatique. Alors peut-être deux, trois mots de contexte, en essayant de reprendre un petit peu de champ. Peu après les procès de Moscou en 1938, le militant Victor Serge écrivait un texte magnifique, un classique de la littérature politique qui s'appelle « S'il est minuit dans le siècle ». Et c'est un texte qui est autrement plus puissant et plus visionnaire que l'archipel du Goulag sur les dérives soviétiques. Ce que nous dit Victor Serge, c'est qu'il n'y aura aucune révolution, aucune émancipation des masses sans démocratie réelle, aucune espérance d'un salut salvateur par un autoritarisme dit éclairé. Le problème, c'est que Victor Serge, il ne pouvait pas anticiper le dérèglement climatique en 1938. Et là, c'est une autre paire de manches parce que face à l'incroyable course de vitesse qu'il faut mener pour réussir à inverser la tendance du réchauffement, mais aussi préserver enfin la biodiversité, diminuer considérablement notre empreinte sur tout le vivant, la démocratie apparaît souvent bien faible, bien timorée. Il y a quelques années, un média auquel je collabore, Ouzbek Erika, avait organisé une conférence spectacle, un tribunal pour les générations futures, sur le thème provocateur « Faut-il une bonne dictature verte ?» Et tous les témoins qui s'étaient succédés à la barre nous avaient houspillés pour cette titraille de petits bourgeois en manque de frissons et nous avaient rappelé la réalité des univers concentrationnaires, liberticides, des dictatures. Là, les membres du jury, tirés au hasard, dans le public, avaient voté par 5 voix à 0 en faveur de la dictature. Et d'ailleurs, repensons à Victor Serge. Ses descendants romanciers choisissent tous l'Uchronie politique dure. Dans Ecotopia, également paru chez Rue de l'Échiquier, d'Ernest Callenbach, écrit en 1975, juste après le premier choc pétrolier, les écolos font sécession de façon relativement pacifique. Mais depuis toute la cli-fi, donc cli-fi c'est l'abréviation de climate fiction, qui est un genre qui se développe considérablement depuis une quinzaine d'années, toute la cli-fi, elle est inévitablement violente, jusqu'au très célèbre Ministère du Futur, qui a été écrit par Kim Stanley Robinson, où d'authentiques éco-terroristes, qui n'ont rien à voir avec les pacifiques membres des soulèvements de la Terre, sabotent les pipelines, récupèrent les avions et imposent la sobriété par le sang. Cela pour éviter les dernières fictions écologiques. On peut aussi penser à celles qui vont dans un moment où ça a moins bien tourné, c'est les fictions de post-apocalypse, comme le sublime Après le monde de l'autrice suisse Antoinette Richner. Alors on n'en est pas là, mais on n'est pas très loin, puisque pour paraphraser Victor Serge, il est à peu près minuit moins 2 dans le siècle, avec 14 mois consécutifs dans le monde passés à battre des records de température d'un côté, et d'autre côté, les carbofascistes qui sont aux portes du pouvoir dans nombre de démocraties, dont hélas la nôtre. Donc ce qu'on va essayer de se demander ce soir, c'est est-ce qu'il faut combattre le feu par le feu avec un fascisme vert? Est-ce qu'on peut mener de front le combat pour les deux urgences climatiques et démocratiques? Et si oui, comment faire? Alors on va en débattre avec nos trois invités. Aurélien Bouteau à ma gauche, géographiquement. Tu es l'auteur de l'excellente incisive « Déclarer l'état d'urgence climatique ». Tu avais publié des premiers livres sur l'empreinte écologique et les limites planétaires, tous deux à la découverte. À ma droite, toujours géographiquement, Léa Falco. Tu es l'autrice d'une autre excellente incisive « Faire écologie ensemble » et tu es par ailleurs membre des Jeunes pour un réveil écologique et tu fais une thèse sur la formation des agents de l'État face au dérèglement climatique qui va déjà être fortement remise en cause éventuellement. Voilà. Et Dominique Méda, à mon extrême gauche, tout court, vous êtes sociologue et philosophe, présidente de l'Institut Veblen. Comme on n'a qu'une heure et demie, je ne peux pas citer l'intégralité des livres que vous avez écrits, mais en tout cas, à ce que je sache, pas encore d'incisive. Mais on va régler ça très vite. Mais par rapport à la soirée qui nous réunit ce soir, vous avez notamment écrit La mystique de la croissance, comment s'en libérer. C'était déjà il y a une dizaine d'années chez Flammarion. Vers une société post-croissance, intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux, ou encore Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et puis le tout dernier, qui est quand même d'une actualité, voilà, c'était les années Macron. Voilà. Ça rappelle un peu Giscard pour les plus vieux. Voilà, donc je voudrais commencer cette soirée avec toi, Aurélien. Donc, dans ce livre dont l'incipit est « La planète brûle et nous regardons Netflix », tu expliques que
le gradualisme, c'est l'idée de s'adapter au dérèglement climatique petit à petit. Ça ne va pas le faire, parce qu'il faut aller, le changement climatique étant une course de vitesse, il faut se précipiter. Et tu soulèves un certain nombre de questions, un petit peu comme dans un bréviaire, des questions à se poser. Et le chapitre 6, que je ne vais pas divulgacher pour que les gens achètent le livre, évidemment. Voilà. J'y suis. Le chapitre 6 s'intitule « Oui, cela pose des questions démocratiques de taille ». Et donc tu t'interroges, comme je l'ai fait à l'instant, sur la question de est-ce qu'au fond, une bonne dictature verte, ce ne serait pas une méthode infiniment plus efficace pour répondre au dérèglement climatique? Est-ce que tu peux partager ton sentiment avec la salle sur ce sujet? Oui, alors effectivement, je m'attendais, en publiant cette question de l'état d'urgence climatique, à ce qu'il y ait quand même pas mal d'interrogations sur la question démocratique, parce que forcément, quand on parle d'état d'urgence, en général, ça ne renvoie pas à un mode d'organisation démocratique tout à fait optimal. Et donc, il fallait essayer de réfléchir un peu à ces questions-là. Le premier argument, moi, qui m'est quand même venu de manière assez évidente, mais quand même assez peu présent dans les esprits, j'ai l'impression, c'est que si on n'agit pas très rapidement aujourd'hui pour faire face au changement climatique, et donc, si on ne déclare pas l'état d'urgence climatique, quelque part, si on ne met pas en œuvre une politique d'urgence climatique rapidement, on risque de partir sur des dérives climatiques, donc ce qu'on appelle une sortie du régime climatique de l'Holocène, qui aurait des effets absolument catastrophiques sur les sociétés humaines. Je rappelle juste que l'Holocène, c'est la période climatique qui a permis à l'humanité de créer des choses comme, par exemple, ce qu'on appelle les civilisations, et parmi ces civilisations, certains systèmes qui fonctionnent de manière démocratique. Donc c'est une espèce de vraiment le sommet du truc, quoi. Or, si le régime climatique de l'Holocène venait à disparaître, les conditions d'organisation de la démocratie sont absolument pas garanties. Or, ce qui caractérise la situation d'urgence climatique, c'est vraiment une situation dans laquelle on a très peu de temps pour éviter, alors pas demain, mais dans plusieurs décennies, que les conditions d'organisation de la démocratie soient anéanties, quoi. Donc le paradoxe, un des paradoxes de cette question-là de comment organiser un état d'urgence climatique, c'est que si on ne déclare pas, enfin moi en tout cas j'argumente, mais je pense que si on ne fait pas une politique d'urgence climatique très rapidement, eh bien on risque d'empêcher les générations futures de pouvoir organiser la démocratie. Donc ça c'est le premier argument qui me semble quand même nécessiter qu'on s'interroge là-dessus, quoi. Et alors après évidemment, ça pose de comment on le fait dans une démocratie. Mais je sens que tu voulais réagir. Non, pas du tout. Mais parce que dans ton livre, dans ce chapitre-là, tu te fais toi-même l'avocat du diable des gens qui s'opposent à cette idée que la démocratie pourrait se réguler par elle-même. Et il y a un argument très souvent poussé par les climato-relativistes, on va dire, c'est de dire que de toute façon, comme c'est un problème mondial, le fait de vouloir mener ces questions-là à l'échelle française a au fond peu d'impact. Là, on est directement concerné puisque on doit voter dimanche et dimanche d'après. Et au fond, un des arguments pour nous dire que l'arrivée au pouvoir d'un des trois blocs, pas le plus à gauche de l'échiquier, ne serait pas un drame, c'est que de toute façon, comme c'est un problème mondial, que de toute façon on produit que 1% des émissions de gaz à effet de serre et qu'en plus on est en train de baisser, ce serait pas dramatique. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Ouais, c'est peut-être la question la plus difficile à contourner parce qu'effectivement, on a toujours ce chiffre en tête. D'ailleurs, il faut avoir les bons chiffres en tête. 1% de la population mondiale à peu près, la France. On dit 1% des émissions, en fait, c'est un peu plus. Et puis, si on prend l'empreinte carbone, donc vraiment les émissions liées à la consommation des Français, on est plutôt autour de 2%. Et si on a un regard un peu plus historique, parce que c'est ce qui compte, c'est combien de CO2 a été émis dans l'atmosphère, enfin de gaz à effet de serre ont été émis dans l'atmosphère, on est plutôt autour de 3-4% des émissions historiques. Donc on voit que c'est déjà pas si peu que ça. Ça crée une responsabilité par individu qui est quand même plus importante que ça. Ce qui est clair, c'est que j'ai l'impression que ce qui caractérise la société aujourd'hui sur ces questions d'urgence écologique et climatique, c'est que tout le monde se regarde en chien de faïence en disant « Ah oui, c'est le sujet le plus important, c'est clair, mais si moi je fais quelque chose et que les autres ne le font pas, je vais me pénaliser, etc. » Enfin, c'est un peu l'argument que tout le monde sort, et du coup, personne ne fait rien, parce qu'il craint que les autres fassent. Comme si le fait d'être un pionnier en matière de transformation écologique de la société, c'était par définition un handicap.
Ben non, moi je pense que ceux qui vont mener la bataille en premier, qui vont avancer les premiers, ils seront peut-être en avance. Et encore, je suis obligé là de garder un petit peu une perspective qui ne me plaît pas tellement, qui est un peu de compétition entre nations, etc. Mais en tout cas, l'argument que si on avance, on va être tout seul, les autres ne vont pas nous suivre. Je veux dire, si tout le monde se réfléchit comme ça, on n'avance jamais, quoi. Personne n'y va, quoi. Ou alors on attend qu'il y ait un géant, les États-Unis ou la Chine, qui décide d'y aller, quoi. Bon, ça n'a pas l'air d'être pour l'instant le... Mais tu es d'accord qu'en termes de rhétorique, pour l'instant, c'est le mantra dominant. Il y a eu une crise agricole bien orchestrée par un certain nombre de réseaux d'extrême droite partout en début d'année, c'est-à-dire que tout d'un coup, simultanément en Pologne, en Espagne, en Allemagne et en France, les mêmes camions envahissaient les mêmes routes avec les mêmes motifs sur les réseaux sociaux, ils mettaient tous leur tête à l'envers, etc., etc. Et ils avaient, en fait, leur préoccupation principale était de dire on veut plus de phyto, moins de contraintes environnementales, et ça a été repris par tous les dirigeants qui ont abandonné des pans dans le pacte vert en disant au fond, nous, l'Europe, on est trop en avance sur l'écologie et ça nous pénalise face à la Chine et aux États-Unis, et donc il faut qu'on marque une pause. Et je suis persuadé que Dominique nous en dira quelques mots. C'est une rhétorique qui n'est pas neuve, puisque Nicolas Sarkozy disait en 2008 l'écologie, ça commence à bien faire. C'était déjà cette même logique-là. Donc comme on est dans une soirée où, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que depuis le 9 juin, tout le monde est un petit peu déprimé en France. Qu'est-ce qui arrive à te donner un petit peu d'espoir sur une inversion de tendance ? Alors un peu d'espoir, là tout de suite là. Un peu de réalisme alors. Un peu de réalisme. Non, moi je pense que déjà, rien que pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire sur la question des règles européennes et des frontières finalement, parce que c'est quand même la question qui est posée, sur les questions climatiques précisément, on est en train de commencer à réfléchir à la bonne chose, c'est-à-dire de se dire s'il y a d'autres régions du monde qui n'appliquent pas, qui n'ont pas les mêmes exigences que nous en matière climatique, alors on remet des frontières. C'est ce qui est en train de se passer, de s'organiser à l'échelle européenne. Donc c'est ça le genre de solution qu'il faut envisager. Et d'autant plus si on était dans une situation d'urgence climatique ou dans une situation d'état d'urgence, on peut véritablement, ponctuellement, avoir des règles qui échappent au droit commun, quoi. Donc typiquement, c'est le genre de situation vers lequel il faudra aller. Sinon, effectivement, il n'y aura aucune acceptabilité de ces enjeux-là, quoi. Donc, ça c'est peut-être un point qu'on peut mettre en avant, car c'est dans le livre et c'est documenté, c'est que la gestion de la crise Covid a donné une supériorité aux démocraties sur les régimes autoritaires en matière de gestion de l'urgence, et qu'en réalité la démocratie est supérieurement outillée aux dictatures pour bien gérer l'urgence. Même si nous on en a des mauvais souvenirs avec les petits bons pour sortir, etc., on n'a pas trop aimé, en réalité la Turquie ou la Russie n'ont vraiment pas fait mieux que nous, l'Inde non plus. Ouais, ça c'est super important parce que effectivement, il faut bien avoir en tête que les démocraties font partie des régimes qui sont le mieux parvenus à faire face à ce genre de situation de crise, précisément parce qu'elles ont des institutions qui anticipent ce genre de situation. Donc il y a une série de possibilités, de régimes d'exception, c'est comme ça qu'on les appelle parfois, qui permettent, pour faire face à une situation de crise, alors c'est particulièrement vrai dans une situation de guerre, par exemple, de conflit, mais même face à une crise sanitaire, par exemple, on a possibilité de mettre entre parenthèses le mode de fonctionnement normal de la démocratie pour résoudre cette crise. Donc vraiment agir de manière rapide. Ça, c'est des modèles qui existent et qui sont prévus dans toutes les démocraties. Toutes les démocraties ont intégré ce mode de fonctionnement-là. Et ce qui est important, c'est que la condition sine qua non de ces régimes d'exception, c'est la temporalité. Ça consiste à dire, attention, on ouvre une parenthèse, mais il est prévu de fermer cette parenthèse. Donc en fait, on reste dans un régime démocratique, même si à un moment donné, il faut pousser un coup d'accélérateur et que du coup, on se met dans ce genre de situation. Je précise juste que ça peut vous paraître un peu bizarre, mais pour organiser les Jeux Olympiques à Paris, on a voté des lois qui relèvent des régimes d'exception. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'exige le CIO, c'est juste pas possible dans une démocratie. C'est pas un hasard si sur la reconnaissance faciale, par exemple, aux voilà, alentours. Oui, puis même en termes même d'organisation de la publicité, d'urbanisme, plein de choses. Il y a des choses qui sont pas possibles dans le fonctionnement normal de la démocratie si on met pas entre parenthèses certains principes. Donc en fait, mauvais exemple. Je dis pas qu'il fallait le faire. Il fallait peut-être pas organiser les JO ou dans ces conditions. Mais en tout cas, voilà, les démocraties sont quand même équipées pour faire face à ce genre de situation. Je termine juste la parenthèse là-dessus, mais moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions d'urgence écologique en 2019-2020 à la demande d'un canton suisse, qui est le canton de Genève. Quand on parle de démocratie,
on est quand même au top du top de l'organisation démocratique mondiale hein, dans ces pays et ces régions. Et c'est vrai que quand on s'est mis autour de la table en 2019-2020 en se disant ok, le canton déclare l'urgence climatique, mais concrètement ça voudrait dire quoi une politique d'urgence climatique? On a commencé à lister le genre de trucs qu'il faudrait faire, par exemple pour accélérer la transition écologique. Voilà, ça veut dire il faut aller plus vite que ce que permet l'administration et les règles. En fait, on s'est rendu compte qu'on pourrait, mais qu'en fait, ça demandait un engagement politique tellement fou qu'on était non, c'est pas possible. 6 mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Covid. Et là, on se met à faire des trucs de fou, de dingue. Et on se disait, en fait, si, c'est possible. Mais il faut avoir conscience qu'on est dans une situation d'urgence. Et ça, c'est la particularité de l'urgence climatique, c'est que la conscience de l'urgence, elle n'est pas là. Elle n'est pas facile à faire ressentir. Sur ce sujet, Dominique Méda, j'ai vu sur la table d'entrée que vous préfacez chez Liana Levy la lettre Mansholt, oui. qu'on prononce, oui. Donc qui fait suite à la publication des limites à la croissance de... Voilà, je l'ai amené, c'est un tout petit truc comme ça, très... Je vais en dire 3 mots aussi. Bah oui, bien sûr, parce que c'est quand même, suite à la publication du rapport de oui. Denis et Donnet-Lamédos sur les limites à la croissance. C'est ça. En fait, ça aurait dû nous déciller il y a plus de 50 ans. Et donc, en fait, c'est juste qu'il y a des gens qui ont dû se retrouver face à ce que Aurélien évoquait à l'instant, c'est-à-dire une espèce de vertige face au volontarisme politique que ça allait devoir décider. Oui, c'est vraiment un tout petit texte très très intéressant. Donc, c'est le vice-président de la Commission européenne en 1971, aux vacances de Noël 71, qui lit les bonnes pages du rapport Meadows. Alors lui, Mansholt, ce vice-président, il est chargé de l'agriculture depuis très longtemps. Il a promu une agriculture très productiviste. Il n'est pas du tout aimé. Et donc il lit ce texte Limits to Growth. Il est complètement bouleversé et on pourrait dire qu'il opère une forme de conversion, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il faut absolument bifurquer et il écrit une lettre à son collègue, le président de la Commission européenne. Et dans cette lettre, il décrit en fait un petit programme parfait de bifurcation écologique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va falloir une planification européenne. Alors d'abord, c'est très intéressant, c'est très très actuel. Hein. Et ce qu'il dit, c'est que l'Europe est le continent ou le lieu qui peut, qui doit, qui est le seul capable en fait de faire cette bifurcation. Il explique qu'il faut une planification européenne emboîtée avec une planification nationale, qu'il faut cesser de vouloir la croissance zéro. Hein. Il est évident que la société de demain ne pourra pas être axée sur la croissance. Il dit qu'il faut remplacer le produit intérieur brut par le bonheur national brut ou l'utilité nationale brute. Et puis, alors vraiment énormément de choses très concrètes. Hein. Il va falloir, dit-il, protéger l'Europe, développer un certain nombre de productions, stopper ou du moins réduire considérablement la consommation matérielle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il sait bien que ça ne sera pas très facile. Et donc, il dit qu'il va falloir développer les consommations immatérielles, services publics, prévoyance sociale, loisirs, etc., etc. Bref, toute une série de propositions absolument passionnantes et qui, si on les avait suivies, nous auraient permis de ne pas être dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Alors, que se passe-t-il après ça, dont on devrait tirer des leçons. Hein. Premièrement, il est dans le sillage des critiques, ou du moins il va se heurter lui aussi aux critiques de Nordos. Aurélien en parle beaucoup dans son livre. Il y a d'autres chercheurs qui en ont pas mal parlé. Apparemment, tout le monde et tous les économistes ne sont pas d'accord pour dire que William Nordos, l'économiste qui a eu le prix d'Ig Nobel en 2018, est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Tous les économistes ne sont pas d'accord. Il nous semble quand même, on a un peu les mêmes lectures. Hein. Quand on regarde ce que Nordos a fait, Nordos lit le rapport Limits to Growth et il va complètement le décrédibiliser. Il dit ce rapport est nul, ce modèle est complètement débile et il va le remplacer par un autre et décrédibiliser à jamais le modèle des Meadows. Pourquoi? D'abord parce que lui-même croit en un certain nombre de présupposés, par exemple le fait que le niveau de vie des Américains n'est pas négociable. Il pense aussi que de toute façon, et ça Aurélien tu l'avais expliqué il y a très longtemps, je me souviens, et tu l'avais expliqué de façon très, très pédagogique, hein. Nordos pense qu'il y aura toujours de nouveaux substituts que l'on pourra utiliser, c'est-à-dire s'il manque une ressource naturelle, on pourra toujours en trouver une autre, et le signal prix est merveilleux parce que le signal prix nous permet d'attirer notre
votre attention sur la ressource qui va manquer, la ressource naturelle qui va manquer, son prix augmente et donc hop, ça nous indique qu'il faut passer à une autre ressource. Et c'est formidable parce qu'il y a une substituabilité d'abord de toutes les ressources matérielles, mais aussi une substituabilité des ressources matérielles et du capital humain. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que sa thèse finalement, c'est que le génie humain est tel qu'on pourra se construire un monde artificiel qui nous donnera exactement les mêmes doses de satisfaction que le monde matériel. Donc ça, c'est une première chose. Quant à Mansholt, sa lettre va tomber dans le domaine public assez rapidement, et c'est Georges Marchais qui s'en empare, le secrétaire général du Parti communiste, et il va instrumentaliser cette lettre pour l'utiliser dans une visée politique, puisque à l'époque, en 72, il y a un référendum pour l'entrée de 4 nouveaux pays dans l'Union européenne. À l'époque, on n'est encore que 6. Il s'agit de faire rentrer 4 nouveaux pays, et Georges Marchais s'empare de ce programme et dit « Regardez ce que c'est que l'Europe. L'Europe nous prépare un appauvrissement généralisé. On veut la misère des ouvriers, puisqu'il est pour le non, il ne veut pas que ces nouveaux pays, il est contre l'Union européenne. Et donc, il va utiliser ce texte de Mansholt pour dire « Regardez, ces gens qui sont contre la croissance, contre la prospérité, c'est vraiment n'importe quoi. » Et peu à peu, l'ensemble des partis politiques ça va être la curée pour la lettre Mansholt. Et Mansholt va devenir en 73 président de la Commission européenne, mais ça servira strictement à rien. La parenthèse sera refermée. J'avais pas prévu que vous parliez de Nordhaus, mais bon, moi aussi je nourris une passion pour le bonhomme, et je voudrais prolonger justement sur la manière dont on peut s'aveugler à ce point sur les effets du dérèglement climatique, puisque Nordhaus écrit dans sa critique très forte, évidemment le dérèglement climatique aura peut-être des impacts économiques, mais en fait ça dépendra des secteurs, c'est pas très important. Il aura sans doute des effets très importants sur l'agriculture, mais après tout ce n'est que 3% du PIB. Et celle-là c'est vraiment ma favorite, parce qu'évidemment vous comprenez bien que si on perd ces 3% de PIB, ça va quand même être assez complexe. Et bon, je pense que cette pensée, elle explique aussi que nous en sommes là. Et je vous disais juste avant qu'on commence cette conférence que lors de son grand oral devant les patrons du MEDEF, Jordan Bardella a dit excusez-moi, mais moi ce que j'ai pas aimé, c'est que tous les autres depuis le début, ils n'ont pas évoqué un mot, c'est la croissance. Et moi, je serai le candidat du retour de la croissance, de la prospérité, etc. etc. C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on explique qu'on en soit là en 2024 ? En 1974, je veux bien, mais... Non, mais c'est une thématique que l'on n'arrive pas à porter. Moi, j'ai commencé en 1999 à écrire là-dessus, dans un petit bouquin qui s'appelait « Qu'est-ce que la richesse ?», où je critiquais la croissance. J'allais chercher un peu toutes les critiques qu'il y avait autour de la croissance et je regardais comment elles avaient été traitées. Et puis après, avec Florence Jany-Catris, avec Jean Gadret, on a créé, avec Patrick Vivray, on a créé un mouvement pour porter cette idée de la critique de la croissance, qui était finalement, c'est pas très compliqué, parce que même les économistes le reconnaissaient. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, et cet indicateur, il est extrêmement limité, puisqu'il laisse des tas d'activités dans l'obscurité, c'est-à-dire qui comptent pour zéro. Toutes les activités familiales et domestiques qui permettent la reproduction de la société, elles comptent pour zéro. Et en plus, c'est une comptabilité, je dirais, plane, et sans fond, c'est pas une comptabilité patrimoniale. Ça veut dire que quand vous vous servez des fonds du patrimoine naturel ou du patrimoine social, même on pourrait dire, pour fabriquer votre production, vous voyez des plus, mais vous voyez jamais les moins. Donc c'est vraiment un indicateur très limité. Et il nous semblait que c'était pas très difficile de dire qu'il avait des défauts, et donc il fallait sans doute, on a lancé une espèce de réflexion sur d'autres indicateurs, chercher d'autres indicateurs de richesse. Et peut-être vous souvenez-vous qu'en 2008, lors de sa première conférence de presse, Nicolas Sarkozy déclare qu'il va falloir réfléchir sur les limites de la croissance. Il va chercher 2 prix Nobel, Amartya Sen et Joseph Stiglitz, et il leur confie le soin de réunir une commission pour réfléchir à ces questions-là. Alors c'est à ce moment-là qu'on a créé, avec certains ici présents et certaines, un mouvement qui s'appelait le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, parce que Jean Gadret appartenait à la commission, faisait partie de la commission, et on a essayé de lutter à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour pousser cette idée qu'il fallait d'autres indicateurs, il fallait remettre en cause la croissance, etc. Mais franchement, ça a fait pchit, et ça fait pchit depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à accepter l'idée que la croissance a des effets négatifs, et on pense que la croissance, on en a absolument besoin pour créer de l'emploi, pour financer la protection sociale, pour avoir du progrès, pour mieux distribuer, etc. Et donc, c'est un vrai combat, parce que
les gens qui soutiennent qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à la place de la croissance et il faut qu'on ralentisse, ou du moins, nous, notre idée, c'est de relativiser la place de la croissance. Et quand on dit qu'il faudrait d'autres indicateurs, on dit en fait il faudrait avoir les yeux braqués non pas sur l'augmentation du PIB, mais sur l'empreinte carbone, évidemment, dont Aurélien est un spécialiste, et l'empreinte écologique, et de l'autre côté, un indice qui nous renseigne sur la santé sociale de la société, l'indice de santé sociale que Florent Janicatrice a calculé. Donc voilà, en quelque sorte, on enserrerait le produit intérieur brut, donc la production, dans deux indicateurs, l'indice de santé sociale et l'empreinte carbone. Mais ces réflexions n'arrivent pas à progresser, et je comprends le succès que remporte Bardella, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah ben, il nous faut de la croissance », parce que la croissance, c'est bien. Quand un enfant est en pleine croissance, c'est bien, il est vigoureux. Donc, critiquer la croissance, c'est vraiment très, très compliqué, au point que moi, je me demande... D'ailleurs, c'est arrivé à Mansholt. Mansholt, donc, il critique la croissance, et il s'en prend tellement plein la figure qu'il finit par dire que il faut peut-être une autre croissance. Donc voilà, c'est un sujet super difficile parce qu'on voit bien que ça entraîne des changements radicaux. C'est comme la question de la sobriété. C'est-à-dire, si on renonce à la croissance ou qu'on ralentit le rythme de croissance, il va falloir distribuer les ressources autrement. Les plus aisés, il va falloir qu'ils fassent un énorme effort et il va falloir qu'on change radicalement nos comportements et nos modes de vie. Et donc le thème de la soirée, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça de manière démocratique? Parce qu'au fond, la meilleure faillite du PIB, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont un PIB qui augmente beaucoup plus vite que la France, mais une espérance de vie par habitant qui baisse chaque année depuis 2016. Et on peut quand même considérer que c'est l'indicateur ultime. On peut aussi prendre le nombre de SDF qui explose, etc. etc. Et d'un autre côté, Cuba, qui se maintient avec un niveau de santé publique qui est assez important et une empreinte carbone très faible. Pour autant, ça n'est pas un modèle souhaitable parce qu'évidemment, il y a une absence totale de démocratie. Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier cette transition que vous appelez de vos voeux, mais tout en gardant un cadre démocratique fort? Je pense qu'il faudrait qu'on montre justement que j'allais dire, une autre voie est possible. C'est le titre d'un bouquin qu'on a écrit avec des collègues, qu'une autre voie est en effet possible et désirable. C'est-à-dire que la sobriété, le renoncement à un certain type de consommation matérielle et de croissance, tous ces changements énormes, mais c'est aussi pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est parce qu'on ne peut pas se cacher du fait que ce sont des changements énormes. C'est-à-dire il faut qu'on rompe avec au moins 2 siècles de représentation durant lesquels on nous a dit que ce qui était bien, c'était de produire toujours plus, de consommer toujours plus. J'aime bien citer une phrase de cet économiste Jean-Baptiste Say qui nous dit que consommer, ça permet d'affiner les facultés humaines. Et donc, si vous consommez moins, l'homme va redevenir une brute. C'est cette idée que voilà, on se civilise, comme si la croissance, c'était la possibilité de se civiliser. Et ça, on se traîne 2, 3, 4 siècles extrêmement lourds. Et donc, ça veut dire qu'on a... Alors, on aime utiliser le terme de logiciel intellectuel. Moi, j'aime mieux celui de cadre cognitif. On a toutes nos représentations et tous nos cadres cognitifs, voire toutes nos valeurs à revoir. Et ça, c'est un énorme effort. C'est pour ça que je parle de reconversion écologique, parce que de la même manière que Mansholt, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une conversion de nos représentations. Alors ça, c'est évidemment la tâche de la nouvelle génération. Je sais que tu aimes tellement que je t'assigne à ton identité d'âge. Léa Falco, toi qui es jeune depuis beaucoup moins longtemps que moi. De non civilisé, parce qu'on est des gens qui consomment probablement moins que la moyenne de la population, donc on est peu civilisé dans cette salle. Oui, toi tu es très peu civilisé. Je suis sûr que tu n'as même pas fait les soldes aujourd'hui. Vraiment, même pas. Alors, tu sais que quand ta carte bleue fume, la France respire et tu ne veux pas le relèvement du pays. Il y a un grand nombre d'études qui montrent que sur cette question du dérèglement, justement pour la question du dérèglement, un grand nombre de millennials, ou en tout cas de 18-30 ans, considèrent que la démocratie n'est pas un régime adapté, ne va pas assez vite, etc. et voudraient effectivement une dictature verte. Ce sont les fameux jeunes qui ont voté par 5 voix à 0 dans la conférence pour Ouzbek Erika. Alors je ne vais pas te demander d'être la représentante de la jeunesse, mais quand même, comme tu en côtoies beaucoup plus que moi, qu'est-ce que tu penses de ce poncif ? Je ne sais pas à quel point c'est différent par ailleurs du reste de la population. Ce qu'on observe en termes d'inquiétude environnementale qui est plus prégnante chez les jeunes explique aussi peut-être un recours potentiel fantasmé à la dictature verte comme étant un chemin vers le mieux, ce qui probablement ça n'est pas, on est assez d'accord pour le dire ici.
C'est un peu la question à 10 millions de dollars que tu as posée à Dominique. Comment est-ce qu'on fait pour arriver en démocratie à réussir cette transformation écologique-là? Juste quelques mots sur le livre. J'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que j'avais fait l'expérience avec un think tank qui s'appelle Intérêt Général d'écrire une note sur l'économie de guerre écologique. Donc on avait bien appelé ça économie de guerre écologique et pas climatique. Je regrette un peu que ce soit urgence climatique pour le coup et pas écologique, parce qu'on a tout un tas de problèmes qu'on connaît très bien ici associés à cette limite planétaire qui est dépassée, qui est celle du climat. Mais on s'était posé la question du moyen, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour passer du régime actuel au régime de demain qui est en économie de guerre écologique, avec tout ce que ça implique en tant qu'exemple qu'on a déjà vu historiquement. Et en fait, la réponse qu'on avait trouvée, c'était d'éluder cette question-là du comment. Et donc, dans la note, on avait une première partie de la note qui était sur le pourquoi est-ce qu'il faut passer en économie de guerre, une partie sur les principes, on avait dicté 10 principes de l'économie de guerre, et puis la deuxième partie de la note était sur comment est-ce qu'on le fait concrètement dans un certain nombre de domaines, et notamment les 4 domaines principaux en France d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est un peu programmatique, et c'est très Khmer vert pour le coup. C'est tellement que l'Intérêt Général n'a pas voulu l'éditer en son nom propre, et donc il est bien écrit sur la note que c'est au nom des auteurs de la note. Mais voilà, on n'avait pas ce moyen du comment, parce que fondamentalement, c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui. Et moi, il y a un truc qui m'interroge un peu dans le livre par ailleurs, qui est cette notion que ce qui nous manque, c'est le manque de perception ou de compréhension de la gravité du problème par nos sociétés. Et en fait, je ne suis pas fondamentalement certaine que ce soit ça le problème. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages d'opinion avec tous les problèmes méthodologiques par ailleurs que posent les sondages d'opinion, c'est pas la question, on voit qu'il y a une grande attention portée aux sujets environnementaux, évidemment de la part de gens qui probablement en grande partie ne réalisent pas à quel point ils sont graves, mais le sujet aujourd'hui est entré en politique. On est arrivé à un stade où on en parle dans le débat public, même si on peut considérer qu'on n'en parle pas assez bien ou qu'on n'en parle pas encore assez, on parle de ce sujet-là. Et donc, en fait, on arrive, je pense, dans ce qui fait le cœur de la démocratie, qui est le combat partisan, qui est l'élaboration d'une proposition de société désirable, c'est ce dont parlait Dominique à l'instant, désirable, qui fait que l'autre voie justement est possible, et que donc c'est une forme de concurrence et d'arbitrage des intérêts, en fait, que cette transformation écologique. Et donc derrière, c'est pour ça que je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus, sur le... Je prends ton rôle, pardon, je pose une question, mais parce que... Derrière cette notion d'urgence climatique, qui en fait est relativement normative, c'est-à-dire on active au sein d'un dispositif gouvernemental ou étatique un bouton qui dit on est en état d'urgence climatique. Comment est-ce que cette pensée justement de la concurrence des partis, de la création de cet imaginaire, mais de ce programme écologique qui va mettre en place ensuite, parce que moi j'appelle l'économie de guerre écologique, comment est-ce que tu le perçois? Effectivement, déjà juste une petite parenthèse sur le titre. La première version s'appelait Une guerre pour le climat, point d'interrogation, ou un truc comme ça. En fait, on se rendait compte qu'on parlait quand même beaucoup d'urgence climatique. Décharge-toi sur l'éditeur, il est dans la salle, il a le dos. Voilà, parce qu'effectivement, les exemples historiques qu'on a de transformation aussi rapide d'une économie, ça renvoie quand même beaucoup effectivement à des situations de conflit, la plus documentée étant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, où là, quasiment du jour au lendemain, en situation d'urgence, pour le coup, de crise, il y a 20-30% de l'économie et de l'industrie américaine qui est complètement réorientée. On arrête de fabriquer des voitures, on va fabriquer des chars d'assaut, quoi. Et on se dit que c'est ce genre de transformation qu'il faudrait arriver pour faire face à la crise climatique de manière suffisamment rapide, quoi. Donc effectivement, l'idée, elle est bien là, quoi. C'est de se dire c'est ce genre de transformation très rapide qu'il faut. Après, l'offre politique, comment elle se structure? Moi, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est trop tard pour structurer une offre politique sur ce sujet, sauf en mode d'urgence, justement. Donc moi, j'imagine un tout petit peu, là-dessus, je suis un peu court dans l'ouvrage parce que j'ai pas les clés, mais je me dis que si on se projette, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, dans la perspective des prochaines élections présidentielles qui sont quand même très structurantes en France, on peut imaginer qu'on a le temps d'organiser quand même un mini-débat démocratique, sans doute en mobilisant des citoyens, en mobilisant des organes intermédiaires entre la société civile et l'administration, pour discuter justement des différents plans de guerre possibles pour
agir pour le climat. Et là, effectivement, c'est là qu'on va voir les différents plans d'urgence possibles et du coup les perspectives politiques qu'il y a derrière. Et on va retrouver quoi? On va retrouver les grands clivages classiques de l'écologie politique, avec d'un côté le technosolutionnisme, pour le dire simplement, hein, des gens qui vont nous dire mais non, mais le nucléaire va tout sauver. Alors j'insiste quand même sur le fait dans l'ouvrage que le nucléaire n'est pas du tout adapté à une situation d'urgence, parce qu'il faut des décennies avant d'arriver à produire un réacteur nucléaire, en général 3 ou 4 fois plus de temps que ce qui était prévu, et pour un prix 3 ou 4 fois supérieur à ce qui était prévu aussi. Donc c'est pas adapté en situation d'urgence. Ce qui est le plus adapté, c'est la sobriété, parce que la sobriété, ça peut se faire très vite. D'accord ? C'est du comportement, c'est du changement organisationnel, etc. C'est pour ça que dans mes plans d'inspiration, qui à mon avis ressembleraient le plus à ce qui pourrait inspirer un plan d'urgence climatique, moi, le scénario qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est le scénario Négawatt, parce qu'il met énormément l'accent sur la sobriété. Ça suppose quand même aussi des investissements derrière en termes de transformation de la production énergétique, etc. Mais voilà, donc en fait, l'idée, c'est quand même de profiter de ce petit laps de temps pour se dire, bah voilà, un plan d'urgence par rapport à une urgence comme l'urgence sanitaire, où là, on n'a pas vraiment le choix, quoi, on n'a pas le temps de discuter de manière très approfondie. Là, on a quand même un petit espace, là, on a peut-être 1 an, où on peut se dire, OK, on discute en mode urgence sur quelle est la perspective, la société, enfin la transformation qu'on veut organiser, quoi. Plutôt de l'innovation sociale, politique, économique, ou plutôt de l'innovation technologique, même si on y croit moyen, quoi. Mais en tout cas, on confronte les scénarios, on voit ce qui est possible ou pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre politique, malheureusement, elle est peu structurée sur ces questions-là. Juste petite parenthèse, l'actualité, on parlait du productivisme de l'extrême droite. Je m'interroge quand même sur cet attelage bizarre à gauche où on a le Parti communiste, dont on sait qu'il est resté extrêmement productiviste dans son modèle. On s'engueulera après. Je suis d'accord, on s'engueulera le 8 juillet. Non, voilà. mais je suis d'accord. Non, mais ça renvoie dans une situation d'urgence démocratique. Bah ouais, ok, on fait l'impasse sur ces questions-là. Mais sur une question comme aussi importante que la transition écologique, c'est des questions qu'il faudra mettre sur la table quand même rapidement, quoi, évidemment. Le 8 juillet. Mais je suis d'accord, camarade. On en Mais reparle. là, d'abord le RN, après, il faut hiérarchiser les emmerdes, disait Cécile Duflot ce matin dans le 1. Je suis très d'accord. Je peux réagir un tout petit peu. Vous dites qu'il n'y a pas d'offre politique, mais on a quand même les écologistes. Non, mais c'est complètement sidérant, parce que Léa, tu dis, en fait, on a bien compris, les gens ont compris. Donc les gens ont compris, on a quand même un parti écologiste, et le parti écologiste fait des scores absolument minables. Il y a quand même un vrai problème, quoi. C'est-à-dire, alors, ou bien il y a une schizophrénie chez les personnes, c'est-à-dire elles savent très bien, mais elles votent contre leur intérêt. Ça, c'est quand même difficile à comprendre. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu le double article, l'article qui racontait les inondations, les inondations dans le Nord, le fait que les personnes inondées dans ce village avaient massivement voté RN, et puis après un article de Stéphane Foucard qui revenait là-dessus. C'est vraiment, on a l'impression que les gens sont bourreaux d'eux-mêmes, quoi. Et ça, il faut vraiment qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. On l'a, l'offre politique. Simplement, personne ne va vers cette offre politique. Alors pourquoi moi, oui, mais moi, je ne suis pas sûre. Je demanderai à ce que tu apportes des preuves, Léa, qu'aujourd'hui, la grande majorité de la société est d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Moi, j'ai l'impression qu'on a un énorme retour du climato-scepticisme, un travail des réseaux souterrains et des complotistes, etc. Et qu'aujourd'hui, les gens sont plus très sûrs, ils savent plus très bien. Parce que de toute façon, chaque fois qu'il y a un sujet, on va mettre un pour, un contre. Et donc, je ne suis pas sûre que les gens aient compris ce qu'Aurélien raconte très bien dans le bouquin, c'est-à-dire que, waouh, là, la situation est quand même épouvantable, quoi, et qu'on est tout près de la catastrophe, en effet. Double question pour toi, du coup. Pourquoi est-ce que les gens qui ont vécu ces inondations dans le Nord votent RN ? Et toi qui as fait Sciences Po, qui a dû suivre les cours de Bruno Latour, qui s'interrogeait sur l'existence d'une classe écologique, pourquoi est-ce que cette classe écologique, elle n'existe toujours pas alors qu'on a l'offre ? Sur le climato-scepticisme, c'est intéressant. Ce matin, l'ARCOM a rendu qui est l'autorité de régulation de la télévision, a rendu sa première, comment est-ce que c'est pas censure. Ouais, censure est un peu fort parce que disons pas, c'est pas remontrance. Voilà, disons remontrance. Voilà, on tense un petit peu, mais sans vraiment de conséquences derrière, sinon quelques pépettes. Sa première remontrance sur Sud Radio, parce que Sud Radio avait invité Christian Gérondeau, qui est un climato-sceptique notoire, sans lui opposer de contradiction. Et donc c'est la première fois en France que l'ARCOM condamne une radio ou un média pour ces questions-là, alors que ça fait quand même quelques années, effectivement, que ça existe de moins en moins, mais malheureusement de manière
d'ailleurs de plus en plus identitaire, c'est-à-dire que l'opposition à l'écologie politique ou à la perception ou à l'acceptation du réchauffement climatique devient un élément d'identité, devient un élément sur lequel les gens se sentent attaqués dans ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ce qui compte, c'est ce qu'on est. Parce qu'on est dans un moment économique, politique, tout ce que vous voulez, qui est extrêmement compliqué pour plein de gens. Et qu'il ne faut pas qu'on se cache aussi que ici, dans l'Académie du climat, dans cette salle en particulier, on est une bulle, c'est-à-dire des gens qui sont prêts un mercredi soir à venir écouter, j'allais dire 4 clampins, non, pardon, 3 personnes brillantes et une clampine, qui racontent des choses sur l'urgence climatique pendant une heure et demie. Et donc, sur ce point-là, pourquoi est-ce que le Parti écologiste fait des scores un peu minables, malheureusement, pour l'urgence dans laquelle on est plongé? Je pense que, d'une part, on est quand même dans un réseau de contraintes médiatiques qui fait qu'aujourd'hui, les sujets écologiques ne sont pas tout à fait en poupe et que les écolos, ELV en particulier, avaient fait des résultats bien meilleurs quand on avait un momentum qui était dédié à ces questions-là pour les précédentes élections européennes, où ils avaient fait leur meilleur score. Puis aussi que sur cette question de pourquoi est-ce que des gens qui sont touchés par des catastrophes climatiques ne votent pas pour l'écologie politique, parce que, encore une fois, je pense que les questions démocratiques sont une question d'arbitrage. Et vous l'avez souligné tous les deux, la crise environnementale, ce qu'elle a de particulièrement différenciant par rapport aux autres, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient guerrières, c'est que d'une part, il y a une répartition de la charge ou de la sensation de responsabilité qui n'est pas la même, il y a une temporalité qui est longue. En fait, moi, dans les principes de l'économie de guerre écologique dont je parlais avant, on a mis un pas de temps d'urgence, c'est-à-dire de mobilisation de 25 ans. En fait, c'est très rapide, mais c'est très long aussi quand vous êtes dedans, ces 25 ans-là. Donc il y a ce pas-là qui est très long, et donc ça différencie fondamentalement la crise écologique de toutes les autres crises. Et quand au quotidien, vous faites l'arbitrage des différentes pressions auxquelles vous êtes soumis, parce que vous êtes, comme tout un chacun, déterminé par votre environnement économique, social, tout ce que vous voulez, quand vous faites cet arbitrage-là, eh ben, il ne va pas pour l'écologie politique. Et une des raisons derrière ça, je pense, c'est aussi que, et alors là c'est difficile à estimer d'à quel point c'est la responsabilité de ELV ou la responsabilité de ce qui est montré de ELV par les médias, c'est que le discours de ELV est perçu comme étant un discours centré sur le carbone, sur la biodiversité et pas sur les gens. Et qu'on arrive à un... Il y a Dominique qui dit... Oui, je finis juste Dominique et après je te laisse. Mais voilà, on a besoin aujourd'hui, je pense, d'une intégration complète des enjeux écologiques comme des conséquences sociales de la transformation écologique. Et que donc, il faut en parler de telle manière. Je pense que c'est ce que ELV essaie de faire, et peut-être qu'ils sont pris au piège d'une espèce de caricature que les médias essaient de montrer d'eux. Mais ce narratif de « nous allons atteindre la neutralité carbone, nous allons sauver la biodiversité », ça fera peut-être voter 10% de Français, dont une partie dans cette salle, hein, mais en fait, ça n'arrivera pas à créer un grand récit de société dans lequel l'individu, l'humain, au sens aussi collectif qu'individuel, réussit à rentrer dans les limites planétaires. Ça, on parle vraiment de conséquences sociales et donc bien plus que de limites physiques. Je pense qu'on arrive à un stade où l'ERN a réussi à créer, j'arrête mon tunnel tout de suite, mais l'ERN a réussi à créer un narratif qui est un narratif existentiel. C'est nous contre les autres, l'existence des autres peut menacer la nôtre. Et c'est quelque chose, je trouve, que l'écologie aujourd'hui n'a pas réussi à faire, n'a peut-être pas vocation à faire, parce qu'il y a un aspect catastrophiste qui est certain aussi sur nos sujets, dont il faut avoir conscience, mais qui aujourd'hui n'est pas perçu et constitué comme tel dans le spectre partisan. Je dis plus largement à gauche parce que, à part évidemment nos amis communistes dont on n'évoquera pas plus ce soir, les partis de gauche ont quand même globalement fait entrer dans leur ADN les sujets écologiques. Donc voilà, à gauche on a les sujets écolos maintenant qui sont rentrés au moins superficiellement, au moins en apparence dans l'ADN des partis. Pour autant, on a toujours l'impression qu'ils restent séparés partiellement d'une partie des enjeux sociaux et que c'est de cette réunion dont on a fondamentalement besoin aujourd'hui. Je pense que la meilleure transformation écologique, c'est une transformation écologique qui ne dit pas son nom, en fait, qui s'effectue sans qu'on ait l'impression de faire de l'écologie. Non, mais juste pour rebondir, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que en fait, là où les personnes se sentent attaquées, c'est dans leur vie elle-même, dans la voiture, dans la viande, dans... voilà, tout. On peut penser aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, on remet en cause tout ce grâce à quoi et avec quoi les gens vivent. Et donc, je sais pas s'il y a je pense pas qu'il y ait une responsabilité de LLV, mais il y a une responsabilité en revanche des gouvernements qui, depuis une quinzaine d'années, enfin depuis que le sujet est vraiment sur la place publique, ne prennent pas les bonnes décisions. Enfin, se débrouillent vraiment super mal. L'histoire d'augmenter la taxe sur le carburant. On sait bien que dans l'administration, chez Hulot et partout, certains avaient dit qu'il fallait mettre 1 milliard sur la table pour accompagner
cette hausse des carburants, pour que les gens ne la supportent pas, ne la prennent pas en pleine figure. Personne ne l'a fait. C'est absolument. Enfin, voilà, il y a eu une série de non-décisions ou de décisions débiles qui en plus ont mis. Macron a mis un temps fou à réagir, donc on a mis la France à feu et à sang avec les gilets jaunes, etc. Enfin, c'est vraiment épouvantable. Moi, je suis sûre qu'un gouvernement un peu mieux cortiqué, connaissant mieux la société et étant à l'écoute, aurait pu faire quand même beaucoup mieux. Là, c'est catastrophique ce qu'a été fait. Il aurait pu ne serait-ce qu'appliquer les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui est une ex- expression de la démocratie et qui avait pris des décisions assez radicales. Par exemple, Ouais. ce qui était extraordinaire, cette Convention citoyenne pour le climat. Hein. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ce que tu proposes également, Aurélien. Alors il y aurait quelque chose une injonction contradictoire à parler de démocratie et qu'on soit que 4 à avoir la parole. Donc je vous propose donc je vais me balader dans la salle. Vous levez la main si vous avez une question. Vas-y. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai juste une question. Au niveau de l'incertitude et du rôle de l'incertitude, je pense que la phase prochaine, si on parle de guerre, personne n'a envie d'aller vers une guerre. Et peut-être le discours qu'on devrait mener, c'est un discours de coopération qui ne se trouve pas chez les partis, parce que quand on parle d'extrême gauche, ils ne parlent pas, au moins de ce que je vois au niveau du pays, ils parlent juste venir s'opposer à l'extrême droite, et je ne pense pas que c'est un discours sain, alors que la bataille, elle est collective. Alors juste le rôle de l'incertitude, peut-être l'emploi du futur, même ces chauffeurs de camions, ces chauffeurs, tout genre d'emplois qui sont potentiellement obsolètes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre de discours? Je pense qu'on ne s'approfondit pas assez pour que ça soulage un peu les gens, pour qu'ils réalisent que cette transition, elle est aussi, on va dire, dans leur intérêt et non pas quelque chose qui devrait leur faire peur. Merci. C'est pas très démocratique de grouper les gens. Bonjour, Quentin Guéquard, je travaille pour Oxfam sur justement l'adaptation au changement climatique. On publie un rapport dans pas très longtemps. Et du coup, j'ai une double question pour vous trois. La première, c'est à la fois sur j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et ça a fait pas mal d'écho, un texte je crois, qui est paru dans Le Monde, il me semble que le titre c'est « Où est le Churchill du climat ?», où justement dans un régime d'urgence, il faudrait peut-être une résistance, et quand on nous prive justement d'un débat démocratique, le gouvernement est dans l'inaction, voire à des politiques contradictoires avec l'urgence, ce qu'il faut du coup que ces citoyens prennent, quitte à rentrer dans l'illégalité, donc aller même au-delà de la désobéissance civile telle qu'elle est conçue aujourd'hui, mais dans un réseau de résistance organisée ça a été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Et deuxièmement, je serais ravi d'entendre vos recommandations, notamment sur cette fameuse une convention citoyenne bis, ou alors peut-être d'autres choses justement pour savoir en fait, du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez répondre dans l'ordre que vous voulez, soit l'incertitude, soit Christophe Béchu est-il le Churchill du climat? Je dis justement sur les deux, peut-être sur la guerre. Alors c'est vrai que le conflit, en fait, la seule dimension positive que je trouve là-dedans, c'est justement la mobilisation. C'est-à-dire que face à un danger imminent, il y a un corps social qui fait groupe. C'est l'exemple de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis est quand même spectaculaire de ce point de vue-là. Dans ces situations-là, il y a corps, quoi. Et là, on ne discute pas de est-ce que toi tu es de droite ou de gauche ou de machin truc. Voilà, il y a ceux qui participent à l'effort, et puis en fait tout le monde participe. Moi, j'étais sidéré quand on regarde je crois qu'on les a mis d'ailleurs. Il y a les affiches de propagande entre guillemets de la Seconde Guerre mondiale, et parmi ces affiches, il y en a une qui montre que en fait le covoiturage, par exemple, a été inventé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, l'affiche est assez amusante, c'est qu'on voit quelqu'un qui est en train de conduire, puis à côté de lui, il y a un faux Hitler qui est dessiné, et puis c'est marqué « When you ride alone, you ride with Hitler ». Quand vous conduisez seul, vous conduisez avec Hitler. Parce que dans une situation où le pétrole était quelque chose de rare qu'il fallait garder pour l'effort collectif, le gars qui allait conduire tout seul pour aller au golf, c'était pas possible, quoi. Donc il y avait cette dimension de on est tous ensemble, on fait bloc et chacun participe à sa manière, quoi. D'autant plus qu'il y avait quand même tous les jeunes de 18 à 20 ans qui étaient en train de partir avec le risque de se faire zigouiller en Europe ou sur l'autre front en Asie. Donc c'est le seul aspect positif que je vois quand même de cette référence historique, c'est le côté comment on arrive à créer de la mobilisation et à créer un discours mobilisateur pour que tout le monde se sente investi. C'est vraiment ça qu'il faut retenir de cette comparaison historique. Effectivement, ça renvoie à comment on construit un discours collectif pour dire, voilà, on a un ennemi commun,
l'échelle mondiale en plus. C'est ce foutu changement climatique, quoi. Si on ne fait pas face, si on ne fait pas bloc ensemble, si chacun joue pas sa partition, qu'on reste dans des individualités et même des États qui jouent les uns contre les autres, on n'y arrivera pas, quoi. Donc il y a vraiment un discours à construire là-dessus, autour de la mobilisation, et pas le conflit, le machin, on est bien d'accord là-dessus. Donc bon, petite piste. Et puis juste pour rebondir sur, ça renvoie aussi à la résistance, hein. On n'a pas du tout le même, le même vécu historique de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai une collègue à Sciences Po Lille qui travaille beaucoup sur les, comment on appelle ça, je trouve plus. Le fait le rationnement carbone. Voilà. Et en fait, Mathilde Chouba, ouais. Et en fait, elle montre que ces histoires de rationnement, ça a été très bien vécu dans ces pays anglo-saxons pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que justement, c'était vécu comme une manière de participer à un effort collectif. Et aujourd'hui, ça renvoie à des très bons souvenirs. Alors qu'en France, ça ne renvoie pas du tout à la même réalité, parce qu'en fait, c'est en situation d'occupation où il y avait des ressources qui étaient limitées, mais en plus, on était en conflit, on était dominé, etc. Donc on voit bien que jouer avec on ne peut pas jouer, nous, tellement sur cet imaginaire-là. Par contre, l'imaginaire de la résistance, de comment, à un moment donné, il y a une minorité qui a pris le maquis, hein, pour sauver finalement l'honneur de la France. Il y a sans doute, peut-être que c'est de ce côté-là que nous, on a intérêt à essayer de construire quelque chose. Avec quand même un petit risque que je vois de mon côté, c'est qu'il y a un discours de radicalité qui est porté par certaines ONG aujourd'hui, qui peut mener à la violence. Or, dans la situation actuelle, on a des dirigeants, on ne sait pas qui ils seront dans 2 semaines, même dans moins que ça, dans 10 jours, mais qui n'attendent qu'une chose, c'est de qualifier d'éco-terroristes tous les mouvements, enfin d'assimiler à de l'écoterrorisme tous les mouvements écologistes. De la même manière qu'aujourd'hui, vous êtes de gauche, limite, vous êtes antisémite, quoi. Hein, c'est l'extrême, quoi. Donc en fait, attention aux dérives possibles de ces mouvements qui iraient dans une radicalité tirée vers la violence. Je pose juste une petite attention là-dessus, même si je pense qu'effectivement, la radicalité a son rôle à jouer et la résistance, à mon avis, joue sur quelque chose qui peut être intéressant à mobiliser, quoi. Non, vas-y. Très bien, très bien. Si vous me donnez la parole, attention, je peux la garder 1h30, hein, il faut m'arrêter. Hein. Sur votre question sur les emplois, je pense qu'il y a 2 vrais sujets aujourd'hui qui arrivent comme, dans le débat public comme orthogonaux à la transformation écologique, qui sont la croissance, on en a parlé, et les emplois. C'est-à-dire que voilà, transformation écologique aujourd'hui c'est dangereux parce que ça va nous priver de croissance, ça va nous priver d'emploi. Donc je pense que c'est vraiment 2 points sur lesquels il faut construire un discours qui non seulement soit robuste, mais il existe ce discours-là robuste depuis des années, mais qui en plus permette d'aller avancer relativement masqué sur un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui des sujets obus, qui sont très mal compris, je pense que la décroissance en fait évidemment partie, et qui deviennent des sujets d'opposition et de réactance immédiat. C'est-à-dire on vous dit décroissant, non, c'est un non. Voilà. Les gens se ferment immédiatement en face de vous. C'est pour cette raison-là, entre autres, que sur les sujets de décroissance, c'est ce qu'on a écrit encore une fois dans cette note, on s'est positionné comme étant ni décroissantiste ni croissantiste, mais dans une approche en disant il y a des choses qui vont devoir croître, y compris matérielles, hein, production de trains, production de vélos, production d'un certain type d'agriculture, il y a des choses qui vont indéniablement croître, il y en a à côté qui vont devoir décroître. Les hydrocarbures, a priori, on a des accords internationaux, aussi factices soient-ils, pour faire décroître la production d'hydrocarbures. Pareil sur tout un tas d'autres choses. Et que donc la somme finale de la transformation écologique, de l'addition économique de la transformation écologique, on ne peut pas la prévoir, ou qu'en tout cas, en termes macroéconomiques, c'est extrêmement difficile. Et que donc, c'est sur cette ligne de crête, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer, étant donné qu'on est dans un débat extrêmement défavorable à nos idées, entre la croissance et le totem qu'elle représente et l'aspiration à la réussite, au bonheur, à un demain meilleur, qu'elle est pour beaucoup de gens, et la décroissance et l'objet obus que c'est aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment une ligne de crête là. Et les emplois, c'est absolument essentiel. C'est un truc sur lequel on travaille, nous, avec un nouveau collectif qui s'appelle Construire l'écologie, dans lequel on essaye d'organiser de manière sectorielle, même par filière en fait, des espèces de discussions entre acteurs de la filière, donc des chercheurs, des gros industriels, des plus petits, des syndicalistes, des élus locaux, des gens en administration centrale. On essaie d'organiser des discussions sur l'évolution de l'emploi dans la filière. Parce qu'on sait très bien, pareil, c'est un mécanisme économique qui est assez similaire en fait à celui de la croissance, qu'on peut quantifier un petit peu mieux parce qu'on a des objectifs qui sont plus clairs sur ce point-là, mais vous avez des emplois qui vont disparaître. Notre fameux chauffeur routier, a priori, si on arrive à électrifier ou à passer en fret une partie voire évidemment à réduire une partie de nos déplacements sur route, il y a des chauffeurs routiers qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui travaillent dans un certain nombre de domaines industriels aujourd'hui, dans certaines sidérurgies, dans certaines parties de la chaudronnerie, qui vont perdre leur emploi.
À côté, vous avez des emplois qui vont se créer. Mais il n'est pas dit aujourd'hui, parce qu'on a une planification de l'emploi qui est très faible, que ça ne soit pas juste une redite de la désindustrialisation. Et que plein de gens ne se retrouvent pas sur le carreau dans des situations sociales dramatiques, sans alternative possible à leur précédent métier, et que non seulement humainement et socialement c'est dramatique, mais qu'en plus ça antagonise évidemment les gens. Non seulement ça les inquiète sur le moment, mais ça les antagonise ensuite quand ça arrive. Et donc on est vraiment dans ce moment-là où il faut planifier l'emploi. On en revient après aux questions de, il faut qu'il y ait une impulsion politique pour le faire. Je pense que par ailleurs c'est pas du tout trop tard pour les partis, sinon on est quand même mal barré pour réussir à élaborer une position construite et déterminée là-dessus. Tu cites dans l'ouvrage le fait que François Ruffin ait ensuite parlé d'économie de guerre climatique. On lui a filé le papier en disant écologique, mais il a repris climatique. Je pense qu'il faut continuer à abreuver comme ça la gauche et les partis de gauche de nos idées et de nos propositions. Parce que c'est aussi comme ça, à un moment, qu'on fait entrer de nouveaux thèmes. Et que, y compris à gauche, les sujets écolos, je dis que c'est entré dans l'ADN de la gauche, mais les sujets écolos, ils sont en sursis. Aujourd'hui, si vous avez un arbitrage à faire, y compris à gauche, ce sera sur les sujets sociaux, pour des raisons qui aujourd'hui se comprennent. Mais il faut réussir, c'est pour ça que je dis qu'il faut réussir à articuler très très finement ces deux points-là. Donc sur l'emploi, absolument essentiel. Et juste un tout petit point, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que le réchauffement climatique est notre ennemi commun. Je pense qu'il y a une petite minorité de gens qui ont intérêt à ce réchauffement climatique pour tout un tas de raisons, y compris aujourd'hui des alignements d'intérêts économiques, non seulement des pétroliers, mais de tout un tas de gens qui fournissent ce qu'on appelle des solutions au réchauffement climatique, sur l'adaptation et sur l'atténuation. Mais fondamentalement, on a besoin d'une coalition. Tu cites les forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. On a besoin d'une coalition qui regroupe tout un tas de minorités qui aujourd'hui sont antagonisées, se sentent ennemies ou en tout cas éloignées de la transformation écologique, qui s'unissent dans un arc écologique qui puisse permettre de construire ce récit, qui soit un récit qu'on arrive à rendre concret par le biais d'un appareil partisan. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne notre démocratie, par le biais d'un appareil partisan, et qui inclut toutes ces portions de la population dont on a besoin qu'elles soient représentées dans notre projet, tout en les alliant à notre cause, fondamentalement. C'est cette difficulté-là qu'il faut réussir à prendre en compte. Avoir en tête que, en fait, c'est pas vraiment un ennemi commun, le réchauffement climatique, que c'est une question d'arbitrage et que donc les lignes de crête sur lesquelles on avance sont nombreuses et très fines, et qu'à la fin, on a besoin de construire ce programme-là pour gagner un jour le plus rapidement possible, avec tous les gens qui feront partie du projet écologique. C'est pour ça que cette notion d'incertitude, elle est très importante, parce que ce que raconte bien Aurélien, c'est cette affaire de point de bascule. On sait bien qu'il y a des points de bascule et qu'à un moment, au lieu d'avoir une progression linéaire, ça va complètement, en effet, être bouleversé et que là, il sera beaucoup trop tard. Mais du coup, les gens n'y croient pas tellement parce que, souvenez-vous de Yves Cochet qui disait « Ah bah alors là, à Noël, vous verrez, il n'y aura plus de pétrole ». Et ça a fait beaucoup de mal parce que les gens ont dit « Bah vous voyez bien qu'il y a du pétrole ». Et puis, on se dit « Bon, bah d'accord, il y a des ouragans, il y a des machins, mais finalement, c'est conjoncturel ». Et donc, c'est vrai que se mettre dans ce contexte d'incertitude, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut peut-être raisonner en faisant un pari, se dire qu'il vaut mieux parier que ça va arriver et que donc on doit s'y préparer, que le pire risque d'arriver et qu'on doit absolument s'y préparer, plutôt que le contraire. Et s'y préparer, je suis totalement d'accord avec toi, c'est planifier, c'est se faire une trajectoire à la fois de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'emploi. Je suis entièrement d'accord, c'est le sujet de l'emploi, il est primordial parce que d'abord les gens sont touchés par ça, et puis parce que si on veut que cette transition, on parle de transition juste, si on veut qu'elle soit juste, vraiment, il faut faire d'énormes efforts. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir quels sont les emplois qui vont être supprimés. Il faut faire une cartographie des compétences, des gens dont les emplois vont être supprimés. Est-ce que ce sont les entreprises qui vont s'occuper de les reconvertir, ou bien est-ce que c'est la région, ou bien est-ce que c'est le national? Et donc, il faut beaucoup d'argent. Il faut savoir où on va relocaliser de nouveaux emplois. Bref, c'est une ingénierie absolument énorme dont le début n'a pas été mis en place. Moi, ça fait des années que je participe à des débats France Stratégie sur et les compétences et la transition écologique, etc. Alors, on a des diagnostics qui sont faits, mais ça avance très, très, très lentement. Alors, le SGPE a commencé à faire des COP régionales, des projections d'emploi. Donc, aujourd'hui, on a une demi-douzaine de projections d'emplois qui sont d'ailleurs hyper différentes. Les uns vous disent qu'on va créer 600 000 emplois, 1 million ou 2 millions d'emplois, les autres seulement 120 000 emplois. Bon, voilà, tout ça pour dire que ça me paraît en effet le sujet absolument essentiel. Et je te rejoins aussi, Léa, sur le fait que,
En 41, il y a eu Pearl Harbor, et donc il y avait un ennemi très visible, quoi. Alors que là, l'ennemi n'est pas visible, et en plus, on a plein d'autres ennemis géopolitiquement aujourd'hui, et donc on ne sait plus très bien qui est l'ennemi principal, quoi. Et arriver à tous se réunir contre un ennemi commun, en ce moment, là, avec toutes ces oppositions géopolitiques, c'est super compliqué. C'est ça le problème. C'est pas tout à fait une question, c'est un enrichissement c'est un enrichissement de l'échange. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Les agriculteurs, tout d'un coup, ils sont venus demander plus de phytosanitaires, etc., etc. C'est tout à fait faux. Il y avait un clan qui voulait plus et l'autre qui voulait moins. Hein. Mais celui qui voulait moins, il voulait qu'on revoie les mécanismes, etc., etc. Donc c'était voilà. Mais on voit bien que le mouvement, d'une façon générale, il a été manipulé. Et tous les mouvements sont manipulés. Nous sommes en guerre hybride. Hein, et la guerre hybride la plus virulente en ce moment, que nous subissons de plein fouet, c'est tous les mécanismes d'influence, hein, et qui poussent à bout tous les gens qui sont dans des fragilités individuelles ou des fragilités collectives. Je voulais juste rappeler que la salle dans laquelle nous sommes, elle est datée 1867. Et vous pouvez voir qu'elle est cossue, elle a été pensée par des gens qui pensent à un avenir robuste, ça va durer longtemps, il faut que l'autorité soit bien installée, etc. Bon, je ne sais pas quel est votre ressenti, mais moi, je vous décris un peu ce que je vois. Tout le monde est d'accord. Même la très haute finance, les obscurs, comme les appelle Jacques Attali, ils sont très au courant de tout ce que vous racontez. Hein. On n'est pas en train de leur... Voilà. Mais ils n'ont pas d'alternative. Et d'ailleurs, Schwab, pas le Davos de cette année ni celui de l'année précédente, mais celui du Covid, il avait pondu un livre qui avait scié les bras à peu près tout le monde, dans lequel il disait, si quelqu'un a une idée, je peux être preneur. Le pacte social dans lequel nous sommes et sur lequel est adossé notre mécanisme monétaire, il date de cette époque. Et cette époque, elle succède à l'époque agraire. Et c'est une transposition, mais au profit de l'ère industrielle. Le pacte, c'est la chose suivante. C'est que la haute finance considérait qu'elle avait plus d'espérance de profit à faire à soutenir le progrès qu'apportait l'industrie. Et donc, on a fait admettre aux régnants, les rois, hein, qu'il fallait reconnaître qu'un entrepreneur pouvait s'enrichir autant qu'il voulait, comme avant les nobles qui géraient les terres pouvaient s'enrichir autant qu'ils voulaient. Hein, on ne vous a jamais parlé de revenu maximum, revenu minimum, mais jamais maximum. Hein, mais ce n'est pas un hasard. Hein. En contrepartie de quoi on demandait à ces industriels de fournir de l'emploi au plus grand nombre. Et encore aujourd'hui, vous entendez le chantage à l'emploi et le chantage au profit, parce que l'entrepreneur dit, moi, pour que je fasse tourner votre machine, votre pacte social, il faut que je fasse du profit. Hein, et malheureusement, pour la première fois, depuis le début des années 2000, en gros, hein, s'il fallait dater, le progrès détruit l'emploi. On vous parle énormément d'intelligence artificielle, ça crée des emplois, des prompteurs, on les appelle, voilà, les nouveaux emplois, c'est des prompteurs. Mais pour un prompteur, on bousille 20 avocats. Bon, et tout est comme ça. Donc, on voit bien qu'il faut changer le pacte. Et tant qu'on ne prend pas le taureau par les cornes pour dire le pacte, c'est plus le même, eh bien, on va tourner en rond. Alors, il y a un biais qui est déjà accessible. Vous parliez tout à l'heure des problèmes phyto, machin, truc. Vous avez une déferlante qui est en train de s'abattre sur les États-Unis et qui est en train d'arriver chez nous, c'est l'obésité. Parce que ça commence à devenir préoccupant. Hein. 40% de la population américaine est obèse. Hein. Et l'Amérique latine, on n'ose même plus montrer les chiffres. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et ça nous guette. Parce que ce pacte social qui se détraque, il est comme l'eau chaude de la grenouille. Il se détraque un peu tous les jours. Hein, et tous les jours, vous voyez, moi,
je pense par exemple à l'emploi des seniors, parce que en ce moment on parle beaucoup de la retraite, donc on s'intéresse à l'emploi des seniors. Bon, il y a 20 ans, c'était les 5 dernières années qui étaient dures à finir. Maintenant, c'est les 10 dernières années. Mais je peux vous raconter, hein, ça va être les 15 dernières années d'ici 3-4 ans, hein, et ainsi de suite. Vous avez la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle avait été pensée à l'ère de cette époque-là, l'ère industrielle, pour faire face aux maladies et aux accidents. Sauf que maintenant, notre sécurité sociale, on lui demande de faire face aux affections longue durée, et en particulier les cancers. Et les cancers continuent à se multiplier. Donc ça, c'est l'alerte. Il faut dire, non mais attendez pas que notre territoire il ressemble à l'île de Pâques, là il n'y a plus un arbre, parce que les dirigeants ont voulu abattre tous les arbres. Voilà. Je vous assure, moi je fais beaucoup d'anthropologie, je vous assure que tous les clignotants sont au vert pour l'effondrement de la civilisation occidentale. Alors vous pouvez vous servir de ce paramètre-là pour bouger. Voilà, je voulais un peu enrichir le débat. Je veux pas attendez. Je vois deux questions. Voilà, maintenant qu'on a bien tous le moral, j'arrive. Je les prends dans l'ordre. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans l'histoire et pas trop faire donc un excès d'optimisme, c'est pas le genre. Mais simplement rappeler dans une note un peu plus positive ce qui a été dit sur dans la Convention citoyenne sur le climat juste avant. Il y avait cette consultation nationale que Macron a donc amenée, qui a amené, donc ça a laissé des traces. Pas officiellement, on ne sait pas ce qui est écrit, mais il y a le film Doléances qui est sorti, basé sur les cahiers qui étaient déposés à une mairie, non pas à Paris, mais dans une petite commune dans l'Oise. Et donc ça montrait à l'époque, c'était pas si lointain, hein, c'était pas en 1800, c'était il y a 5 ans, il y avait donc une contribution de centaines de milliers de compatriotes là-dessus. Donc ça c'est un exemple. Après ça s'est arrêté hein, sur l'adhésion voilà, d'une petite partie de chefs ou une seule personne, malheureusement. On a parlé de la Convention du climat, dommage effectivement que ça s'est arrêté aussi en chemin. Je prends un autre exemple que j'ai vécu ici, dans les lieux aussi, parce que vous avez appelé les fresques, mais moi j'appelle les fresques du climat, justement, qui sont nées, et pour moi c'était vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire ici dans le pays. J'ai vécu ça à plusieurs endroits, au sein d'une paroisse, au sein de mon entreprise, au sein de ma commune. Et à chaque fois, je suis certain que des collègues, des concitoyens ont pris part d'une manière très active, avec des propositions extrêmement concrètes et assez radicales aussi de changer leur mode de vie. Par exemple, en termes de déplacement, qui est un sujet majeur, de relancer une grande partie des déplacements par avion. Et aussi, comme ça a été dit, avec la conséquence aussi de créer des emplois par ailleurs, c'est-à-dire le train au lieu de l'avion, ou alors les bus et les cars donc ailleurs sur la route. Hein. Donc, il y avait des choses extrêmement concrètes qui peuvent être, mais des fois, on a l'impression, oui, si ça ne va pas aller plus loin, des instances supérieures, l'individu, le citoyen, donc il a besoin aussi d'un répondant au niveau politique, au niveau collectif pour aller plus loin. Voilà. Je prends juste 2 autres interventions, comme ça on fait tourner, là on remonte le match, il y a un partout entre effondrisme et positivisme. Bonsoir, je vous remercie pour cet échange. J'aurais aimé savoir si vous avez un avis sur le financement de la transition à mener. On parlait notamment du financement des trains, des infrastructures, etc. Si vous avez un avis sur la question, je serais ravie de le connaître. Merci beaucoup. Madame parle de l'Occident, alors oui, ok, ça s'effondre, surtout qu'on n'a plus Chirac pour nous empêcher de faire la guerre. Donc, moi, en fait, j'écoute pas mal des influenceurs de l'Asie du Sud-Ouest, un Indonésien ministre, ancien ministre en particulier, donc qui estime que aujourd'hui, tout le blabla sur le net zéro 2050, c'est un truc pour 10 à 15% de la population mondiale. Et lui, il explique le paradoxe comme ça. Il reste 27 ans pour arriver en 2050. Et eux, ils comptent pour se passer de 1000 kWh par personne à 5000.
le prix maximum pour le client, c'est 5 centimes le kilowattheure. Il n'y a que le charbon qui peut le faire. Et même pour ça, il faut 100 ans pour y arriver. 27 ans, 100 ans. Et lui, il estime que de toute façon, rien va bouger avant 2050 et qu'on ait 2,5 degrés de réchauffement. Donc la mairie de Paris fait un truc très intéressant. Elle vise 4 degrés. Et elle vise l'adaptation. Alors nous, c'est bien, on diminue, quand on arrive à cette année, on a diminué d'après Macron, etc. On fait des efforts, hein, mais on continue. Mais en même temps, je pense qu'il faut principalement se préparer à ça, à ces deux trucs d'adaptation, plus aussi notre économie, notre balance commerciale, dans un monde où on va être complètement isolé de pratiquement 2/3 de la population mondiale, parce qu'on va être isolé avec les Américains, etc. Et on n'aura plus de ressources. Donc en fait, qu'est-ce que vous pensez par rapport à... Est-ce que vous avez, vous, des relais en Asie du Sud-Ouest? Bon, la Chine, on sait que ça va, la démographie va descendre un peu, donc, par contre, l'Inde, ça monte, etc. Donc, est-ce que vous avez des relais là-bas? Vous avez, ou en Afrique aussi, etc. Ces gens-là qui veulent encore se développer et qui ont des politiques de développement. On peut commencer par la question qui était la plus directe et commencer par parler financement de transition avant de répondre à la question Apocalypse. Sur financement, alors, moi je vais juste faire une petite parenthèse sur la particularité des situations d'urgence et comment on les finance. En fait, ce que j'appelle dans l'ouvrage le gradualisme, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, hein, c'est l'idée qu'on ne peut résoudre ces problèmes de très grande envergure qu'en se projetant sur le long terme. C'est l'idée qui domine quand on parle de climat. Il faut se projeter à 30, 40, 50 ans. Le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas ces 30, 40, 50 ans pour y arriver, quoi. Tous les outils qui ont été construits jusqu'à présent, notamment en matière de financement, sont pensés de manière gradualiste. En particulier, le principal outil de financement de la transition qui est imaginé par les économistes, donc vraiment dans la pensée la plus gradualiste qui soit, c'est les outils de type taxe carbone ou système de quotas, quoi. C'est-à-dire qu'on va cibler un flux qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Ce flux, on va le taxer, et cette taxe va nous permettre non seulement de donner un signal prix qui va progressivement dissuader les gens d'utiliser ces énergies fossiles, ça c'est la taxe carbone par exemple, mais en plus financer la transition écologique. Donc ça c'est le mode, par exemple, un exemple de mode de financement de la transition. En mode urgence, on peut pas faire ça. D'une part parce qu'il ne faut plus rien émettre, il faut arrêter très rapidement d'émettre. Donc on ne va pas taxer un truc qu'il faut arrêter, quoi. Non, ça n'a pas de sens. Donc il faut s'intéresser à quoi? Il faut s'intéresser au stock, au capital. Et je peux vous dire que le capital constitué par la rente des énergies fossiles au niveau mondial, au cours du siècle passé, c'est quelque chose de colossal. Okay, donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent pour financer la transition, et en particulier en situation d'urgence. On change de logique. Je refais un petit point historique, mais qu'est-ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis? On se dit on va taxer les gens. Non, on va taxer directement le capital et les plus riches. On met des taux d'imposition de 85% sur les tranches les plus élevées, quoi. On est aux États-Unis, quoi. 97. 97. Ils ont fini à 97 et le taux marginal d'imposition était encore de 91 en 1980 avant l'arrivée de Reagan. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut aller chercher l'argent où il est, quoi. Et précisément, l'argent qui a été accumulé par l'exploitation des énergies fossiles, il est gigantesque. Alors, c'est pas facile, évidemment, hein, parce qu'il est réparti dans les endroits les plus obscurs. Donc, quand je dis ça, j'ai rien dit. Mais à un moment donné, voilà, l'argent, en tout cas, il est disponible. Il faut aller chercher là où il est, quoi. Ça, c'est clair et net. Après, sur l'autre question, je ne sais pas si Sur l'Asie du Sud-Ouest? Ouais, sur l'Asie, j'ai pas dit d'idée claire. Ce qui est clair, c'est que ça renvoie au moins à une question qui est la question démographique et la question du niveau de développement. Et effectivement, quand vous multipliez l'un par l'autre, c'est-à-dire que vous dites, bah, en fait, vous avez 4 milliards d'habitants sur Terre qui rêvent que d'une chose, c'est d'avoir le niveau de vie matériel de nous. Donc vous multipliez les 4 milliards par l'impact écologique et climatique de nous, quoi, des plus riches. Bah forcément, vous faites exploser tous les scénarios, quoi. Et le scénario le plus probable, si on suit cette logique-là, c'est effectivement que on ne va pas du tout respecter nos objectifs de réduction des émissions. Mais ça renvoie quand même à une responsabilité d'autant plus importante de nous, pays les plus riches. Parce que si nous, on ne commence pas très rapidement à montrer la voie, évidemment, l'argument qui dure depuis 50 ans, hein, depuis qu'on négocie sur ces questions-là, l'argument des pays les plus pauvres depuis 1972, c'est de dire, attendez, c'est d'abord aux pays les plus riches de montrer la voie, parce que c'est eux qui historiquement sont responsables de la situation, etc. Donc j'ai envie de dire, là je botte un peu en touche aussi, mais si nous on ne fait pas le job en premier, c'est sûr qu'on ne pourra rien dire à la Chine et à ces pays-là. Or, le discours qu'on est en train de tenir aujourd'hui, exactement à l'inverse, c'est consiste à dire,
Ah mais regardez, c'est la Chine aujourd'hui qui émet le plus de gaz à effet de serre, donc c'est à eux d'agir, nous, c'est pas à nous de bouger, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de... Voilà. Donc voilà, une fois de plus, partenariat et puis responsabilité historique, quoi. C'est à nous de montrer la voie, quoi. Dans l'intervention de monsieur, il y avait une question gigogne, c'était effectivement l'adaptation au plus 4 degrés. Je me souviens qu'il y avait eu beaucoup d'articles, Léa, quand Christophe Béchu avait fait une simulation de la France à plus 4 degrés. Il y avait eu des gens qui avaient dit, bah, c'est ça la vraie responsabilité, c'est prévoir ce qu'on fait en cas de catastrophe. Et puis d'autres voix très critiques qui avaient dit, bah, essaye d'abord de te battre pour qu'on ne soit pas à plus 2, plus 2,5 avant d'envisager le plus 4. Toi, quel est ton avis sur la question ? Moi, je suis très clairement du premier camp, de ceux qui disent que c'est bien de préparer une adaptation à 4 degrés, parce que tu as aussi la question, voilà, d'une part, évidemment, le destin climatique de la France n'est pas complètement entre ses mains, donc il faut s'adapter à ce qui est le plus probable. Que 4 degrés en France, c'est à peu près 2 degrés au niveau mondial, donc c'est à peine plus en fait que ce qui est prévu par les accords de Paris. Donc finalement, c'est un scénario où ça se passe raisonnablement bien. Et que, en fait, je trouve que cette question l'apparition de cette question d'adaptation, ça m'intéressera d'avoir votre avis après d'ailleurs, vous qui travaillez sur ces questions d'adaptation, mais l'apparition aujourd'hui de la question de l'adaptation dans le débat public de manière plus importante qu'elle ne l'a été, pour moi, c'est une vraie victoire pour le coup des écologistes. C'est de se rendre compte qu'un sujet sur lequel il y avait de la bataille depuis des dizaines d'années est finalement arrivé sur le bureau d'un certain nombre de décideurs. Bon, alors aussi parce que c'est quelque chose de relativement plus facile à faire que l'atténuation. Hein. Il n'y a pas de naïveté à avoir sur ces questions-là. Mais le sujet de l'adaptation, aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle, y compris en termes de financement. Donc sur le financement de la transition, je me suis tout noté comme ça, Vincent, il ne peut pas m'empêcher de répondre aux questions. Sur le financement de la transition, vous avez tout un tas de corpus relativement récents sur la question que vous connaissez peut-être, mais que je donne pour la salle. Vous avez I4C, qui est un organisme de recherche principalement, qui fait des recherches sur le financement de la transition, notamment, et c'est une question dont on parle assez peu, sur le financement de la transition au niveau local, c'est-à-dire pour les communes notamment, et les communautés de communes, qui ont des leviers financiers fiscaux aujourd'hui qui sont relativement faibles, hein, et qui vont avoir besoin de pouvoir abonder leurs fonds de manière plus large, probablement au-delà de ce que consent à leur donner l'État à travers des dispositifs comme le fonds vert, qui sont en fait assez importants, hein, mais assez anecdotiques au vu des besoins. Donc vous avez pas mal de réflexions très intéressantes là-dessus. Leurs notes sont un peu longues, mais elles sont tout à fait pertinentes. Et puis, vous avez le rapport dont on a beaucoup parlé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, qui est le rapport Mafous-Pisani-Ferry sur le financement de la transition, qui mettait sur la table, et c'était d'autant plus intéressant que Pisani-Ferry avait fait partie du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017, donc a priori était un économiste plutôt libéral. Ça a amené sur la table des sérieuses questions sur la provenance de cet argent. Et il y avait une proposition de mobilisation du capital privé des particuliers. Sur cette question-là, c'est ce que je cherchais à l'instant, sur la discussion sur comment est-ce que la fraude fiscale s'est organisée aux États-Unis et l'échappement volontaire à l'impôt s'est structuré parmi les catégories les plus aisées. Vous avez un bouquin de Zuckman et Saez qui s'appelle « Le triomphe de l'injustice » et qui explique de manière très didactique comment est-ce que ça s'est produit et comment est-ce que ça s'est construit. Voilà, c'est une construction, c'est pas une naturalité de l'échappement à l'impôt. Et donc, d'une part, la mobilisation de l'épargne et du capital privé des particuliers, privé économique, c'est-à-dire du monde économique au sens général, et vous avez tout un tas de propositions là qui sont y compris dans le spectre partisan sur la taxation des super-profits, sur la taxation d'un dividende climat. Enfin, vous avez pas mal de choses qui existent. Et puis, il y a un gros sujet aussi qui est sur l'endettement public, ou en tout cas la participation des puissances publiques à ces questions-là. Sur le volet État notamment, puisque les communes ne peuvent pas s'endetter, ou en tout cas on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais sur le volet État, ça implique aussi de remettre en cause un grand nombre de choses au niveau européen. Parce que, en fait, je pense que le gradualisme, il est peut-être moins lié en fait, à la temporalité sur laquelle on souhaite résoudre, entre guillemets, le problème climatique, qu'à l'aspect orthogonal, au caractère orthogonal avec le fonctionnement libéral d'un marché que les mesures nécessaires peuvent prendre. Parce qu'en fait, là est la vraie tension, c'est que si vous pouvez créer de la dette verte, alors ça va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, de toutes les pratiques qui s'y développent et de l'acceptation générale qui est faite de ce pourquoi il est acceptable ou pas de s'endetter. Alors qu'on a vu avec la crise Covid, et tu le montres bien, que c'est tout à fait possible de s'endetter quand on en a la volonté. Donc il y a vraiment toutes ces questions qui sont fondamentalement des questions politiques et des questions de portage à un plus haut niveau, en fait, même que le niveau national, sur ce point-là. Je réponds à 2-3 trucs et après je me tais. Sur la balance commerciale que vous évoquiez, monsieur, c'est quelque chose dont on parle, je trouve, assez peu en fait, sur le volet économique de la transformation écologique. C'est à quel point le développement de notre
pas indépendance, mais notre meilleure indépendance énergétique, et notamment électrique, ferait du bien à notre balance commerciale. Parce qu'en 2022, sur les, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on avait 162 milliards de déficit commercial. Sur ces 162 milliards, il y en avait 70%, 116 milliards qui... monsieur me dit oui, donc c'est le bon chiffre, très bien, merci monsieur. Il y en avait 116 milliards qui étaient liés aux produits fossiles. Donc aux importations de fossiles qu'on pouvait faire de tout un pays qui par ailleurs ne sont pas des démocraties et qui aiment bien nous avoir dans le coin de leurs mains. Donc le développement d'électricité décarbonée, bon, moi je suis pro-nucléaire, je suis désolée, personne n'est parfait, mais le développement d'électricité décarbonée, ça fait partie aussi des recettes pour l'amélioration de notre balance commerciale. Puis dernier point, sur les politiques de développement, qui me paraissent assez essentielles en fait, parce que quand on parle de la France, on oublie aussi qu'une grande partie du problème, entre guillemets, la réponse au changement climatique se situe en fait dans les pays aujourd'hui des Sud, dans ce qu'on appelle les pays en développement. Là, il y a une vraie question, et j'y reviens toujours parce que j'ai bien aimé écrire cette note, un des principes qu'on avait écrit dans notre note sur l'économie de guerre écologique, c'était qu'il fallait absolument créer, dans l'Union européenne notamment, mais aussi en France, une diplomatie écologique, qui aujourd'hui existe à l'état d'embryon dans un certain nombre de cerveaux, dans un petit nombre de pratiques diplomatiques, mais qui n'est pas formalisée, qui n'est pas écrite comme une pratique durable et constante de la diplomatie française ou européenne, et qui pourrait pourtant, moi j'y pense sincèrement, qui pourrait pourtant être un des plus grands atouts en fait, qu'on aurait en Europe, c'est-à-dire pouvoir créer des partenariats au niveau UE, mais aussi au niveau bilatéral, c'est-à-dire de pays à pays, que ce soit des transferts économiques et monétaires, parce qu'on en a fondamentalement besoin. Le principe de responsabilité que tu mentionnais, historique, joue aussi dans l'importance qu'il y a à pouvoir transférer de l'argent pour l'adaptation et l'atténuation future, le développement économique atténué des pays des Sud, sur les transferts de technologies aussi, parce qu'il y aura besoin de ces technologies-là, et sur le transfert d'un certain nombre de connaissances, de compétences, en dépassant ce qu'est l'économie traditionnelle du développement, qui précisément est très développementaliste au sens économique comme on l'entend aujourd'hui, donc croissantiste. Donc il y a vraiment, je pense, il y a des gens qui travaillent dessus, par ailleurs, sur la diplomatie environnementale, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose qu'on n'évoque pas assez, notamment dans ces cercles-là où on est entre nous, l'importance potentielle que pourrait avoir une diplomatie environnementale structurée sur des principes clairs et surtout qui abonde un petit peu d'argent derrière, parce que bon, les mots, c'est très sympa, mais il faut un peu de sous derrière. Alors on va devoir rendre la salle, mais peut-être pour terminer, Dominique, si vous voulez bien, je voudrais une réponse à la remarque de madame. C'est vrai que quand on entend parler du chantage à l'emploi en 1867, ça me fait penser à une remarque de Cécile Duflot qui m'avait dit, au fond, les arguments du chantage à l'emploi, ils n'ont pas changé depuis les années 1850 quand les patrons s'opposaient à la fin du travail des enfants. Nos usines vont fermer, on ne va pas y arriver, il y a de la flexibilité et puis ça donne à manger aux familles, etc. etc. Bon. On a mis fin à ça, on a mis fin à plein de choses. Il y a eu un idéal de progrès qui s'est prolongé jusqu'au CNR et à beaucoup d'avancées. Et puis, effectivement, Madame l'a dit, depuis le début des années 2000, dans le champ des idées, c'est la mort du progrès. Un de vos collègues, Enzo Traverso, a écrit un livre sur la mort du progrès, parce qu'au fond, c'est une idée qui n'existerait plus, alors qu'au fond, il y a beaucoup de batailles qui méritent d'être menées. Olivier de Scutter disait que le droit à une alimentation saine serait pour le 21e siècle ce que le droit au travail digne a été au 19e. Mais on n'arrive pas, du côté des luttes écologiques, on arrive juste à penser éviter l'apocalypse, ce serait déjà un progrès. Ce n'est pas un horizon très désirable, et tout à l'heure vous en avez parlé. Est-ce que parler de progrès écologique, c'est un oxymore, ou est-ce qu'on peut se quitter là-dessus en se disant que ça va exister ? On pourrait dire qu'il faut dissocier le progrès de l'augmentation du PIB. C'est, comment s'appelle-t-il, John Stuart Mill qui nous disait ça en 1848. Il disait, c'est pas parce qu'on a une stabilité de l'enrichissement qu'on n'a pas de progrès humain. Et lui, il pensait qu'il fallait des progrès d'une autre nature, progrès de la culture, progrès des liens sociaux, etc. etc. Donc, en fait, tout simplement repenser le progrès. Et moi, j'aime bien dire, je travaille sur les questions d'emploi et de travail et d'écologie depuis assez longtemps, et il me semble que si on était très intelligent, on pourrait à la fois, grâce à la transition écologique, créer des emplois, beaucoup d'emplois, alors peut-être pas plus agréable ou plus facile que les emplois actuels, c'est pas certain, mais sans doute des emplois avec plus de sens, des emplois qui répareraient notre monde, finalement. Et si on était encore plus intelligent, on pourrait aussi changer le travail. Parce qu'en France, on a une double crise, une crise de l'emploi et une crise du travail, avec un énorme malaise au travail. Moi, j'ai exploité la dernière enquête européenne sur les conditions de travail. La France est en queue de peloton, avec des conditions à la fois physiques et psychologiques de travail qui sont complètement désastreuses. Et donc, on pourrait aussi en profiter
Et pour changer le travail, ça veut dire travailler autrement, travailler avec un autre rythme, travailler dans des types d'entreprises différentes. Quand tu parlais de 1867, je crois que c'est le moment où on crée la société anonyme, n'est-ce pas, hein? Et quelqu'un comme Simone Veil, la philosophe, par exemple, imaginait une société où on aurait abandonné les sociétés anonymes et au contraire, on reviendrait à des entreprises plus petites, démocratiques, hein, où les ouvriers, les salariés ont au moins autant de pouvoir que ceux qui apportent le capital. Voilà, on pourrait déjà se dire, alors je pense que ça serait un bienfait aussi pour la santé, pour les liens sociaux, pour beaucoup de choses, mais ça serait aussi une opportunité pour changer le travail et pour créer des emplois. Eh ben, on fera pas mieux comme conclusion. Ça fera une très belle incisive, je vous le dis, soit dit en passant. Merci infiniment à tous les trois. Votez bien dimanche. On peut aller boire des verres derrière et vous avez les livres de nos invités sont disponibles à la vente.